Petite intro juste avant que la vidéo commence, je t'invite à obtenir ta formation gratuite car elle passera bientôt à 229 €. Elle se trouve dans la description, donc tu défiles comme ceci, c'est le premier lien juste ici. Tu cliques dessus, tu cliques ensuite sur obtenir gratuitement, suis les étapes et dans quelques minutes dans ta boîte mail, tu obtiendras la formation. Également, je t'ai mis dans la description une vidéo qui te présente la formation. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine, en ce vendredi 15 septembre 2023. Je fais un point rapide BTC, ETH. Hier, je vous ai fait une analyse de GLD, mais malheureusement, au lieu de faire un enregistrement, j'avais fait un direct. Et du coup, elle se retrouve dans la partie en direct de la chaîne YouTube, mais pas dans les vidéos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que je tapais sur GLD ou autre, alors que pas du tout, justement. Je soulevais quelques questions sur la durabilité du projet et est-ce que la team pouvait justement continuer de taper dans la trésorerie. Après, on m'a expliqué qu'il n'y avait pas que ça en source de revenus, donc techniquement les sources de revenus pourraient être plus importantes, ce qui fait que la team ne pourrait pas trop taper dans la trésor. Si jamais vous avez des sources, parce que à chaque fois c'était des écrits, mais il n'y avait pas de source sur vraiment les chiffres, donc ça vaut rien en fait. Ce que je veux, c'est des chiffres. Même la team qui communique, oui, tant qu'il n'y a pas de chiffres, pour moi ça vaut rien. Je veux vraiment des chiffres à l'appui, et surtout avoir des chiffres aussi au niveau de la trésor, c'est hyper important, et malheureusement on les a pas. Donc voilà, j'ai soulevé ce genre de questions. Je le ferai sur d'autres altcoins, bien évidemment. Il n'y a pas que EGLD, c'est juste celle qui était la plus marquante au niveau des chiffres que j'ai vus. Mais j'ai rien contre EGLD, je suis pas un anti-EGLD ou autre, j'ai même pas un short sur EGLD pour vous dire honnêtement, j'en ai rien à foutre, pour être totalement transparent. Voilà, c'est juste une vidéo que j'ai fait comme ça pour poser quelques questions, et j'ai eu quelques éléments de réponse mais qui ne sont pas sourcés. Donc c'était ça un petit peu le problème, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais. Parenthèse fermée pour la vidéo d'hier, je le ferai pour d'autres alts, n'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse comme ça, d'un point de vue de revenus, de durabilité de projet, etc. On pourra se faire ça. Et juste avant que le brief commence, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas fait, ça récompense le travail qui est fourni. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Alors du coup, le Bitcoin qui est toujours dans la zone qu'on a déjà identifiée, donc la zone d'imbalance ici, rappelez-vous, c'est une zone de déséquilibre dans laquelle les vendeurs ont eu un avantage sur les acheteurs par le passé, donc c'est une zone dans laquelle les vendeurs vont défendre le prix, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le prix continue de travailler la zone, on a quasiment comblé toute l'imbalance. Est-ce qu'on est obligé de combler toute l'imbalance? Non, ce n'est pas une obligation, des fois le prix peut combler la moitié, un tiers, trois quarts. Le principal c'est de voir la réaction du prix dans cette zone. Si le prix devient faible et qu'il se retourne, c'est-à-dire que on passe d'un marché qui fait ça, des structures haussières, à un marché qui commence par exemple à faire ça, ok. Donc par exemple cassure du creux précédent, sommet descendant, creux descendant ici, ça c'est signal de retournement et ça augmente les probabilités d'avoir une fin de mouvement haussier. Alors là actuellement, le rallye n'est toujours pas terminé. Dans l'état, techniquement, on ne peut pas dire que ce mouvement est fini. On n'a pas encore la création de sommets descendants, de creux descendants par exemple. Par contre, si le prix se met à faire quelque chose comme ça, là on pourrait indiquer que le marché commence à se retourner. Ok. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Maintenant, c'est une zone de vente. Les vendeurs se montrent ici. On le voit déjà sur Deribit, mais quelques gros ordres ont commencé à être fill. Donc bon, je vais augmenter, hop, je vais réduire l'opacité, mais ici on a un ordre de 2,7 millions qui a été fill. Ensuite, on en a un ici de 444 000 $. Bon, c'est pas des ordres énormes. Sur cette mèche, ici, on a eu un ordre de 1,8 million, un ordre de 1,2, un ordre de 1,3 million. Donc en fait, on commence à taper dans les gros ordres qu'on avait vus ensemble. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais voyez ici, ces gros ordres qui attendaient, on commence à les toucher. Et donc, ces gros ordres sont en train de s'étendre jusqu'aux 27 500 $ à peu près. Ça veut pas dire, encore une fois, qu'on va aller les fils. C'est juste ici, on a de l'offre. Enfin, on a des gens qui souhaitent ouvrir des positions short ou prendre des profits sur leur longue. Vu comment l'open interest réagit, l'open interest augmente quand on tape les ordres. Donc, c'est probablement des ouvertures de short dans ces niveaux de prix. Quoi qu'il en soit, ça correspond de toute façon à la zone technique où le marché peut potentiellement se retourner. Vous voyez ici la grosse zone d'imbalance, on est venu chasser tous les stops, on continue d'accumuler les stops acheteurs dans cette zone ici d'imbalance. Rappelez-vous, l'imbalance c'est un petit peu une zone de prix qui agit un petit peu comme un aimant. Vous voyez là on y est venu, on est en train de la travailler, on accumule beaucoup de stop loss au-dessus de cette zone d'imbalance. Donc au moment où le marché se retourne, ce qui n'est pas encore le cas, mais au moment où le marché se retourne, on va très probablement revenir ici. Donc au minimum, on reviendra entre 25 500 et 25 200 $. Ça sera une zone pour les acheteurs. Ça veut dire que si derrière le prix il fait ça, il devient fort, là il y a de grandes chances
carrément d'avoir un retracement beaucoup plus important. Et là, carrément, on parlera peut-être même d'un retracement au-dessus des 30 500 $. Mais pour l'instant, nous n'avons pas eu ces signaux de force ici. Ok ? Tout comme le marché peut très bien y aller en ligne droite, c'est ce que vous devez comprendre. Tant que le prix ne faiblit pas, ce rallye n'est pas terminé et ce rallye peut se poursuivre. Ok ? S'il y a bien une zone dans laquelle le marché peut se retourner, c'est ici. Ok ? S'il ne le fait pas, c'est que le prix est plus fort et qu'on peut continuer de retracer, et donc à ce moment-là, carrément tenter d'aller bouffer le sommet qu'on a vu lors du pump Grayscale, lorsque Grayscale avait gagné contre la SEC. Ici, on pourrait carrément aller plus haut, ok ? Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, et je ne vois pas encore le prix faiblir. Donc, s'il faiblit, qu'on voit ça, comme j'ai déjà dit, pour moi, on va venir récupérer tous les stops sous 25 600 $, et donc on va revenir dans cette zone ici. Je vous ai cité les prix il y a 30 secondes, ok ? Je vois pas grand chose de plus à dire sur Bitcoin pour l'instant. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement. Peut-être que ça arrivera aujourd'hui, peut-être que ça n'arrivera pas. C'est hyper important de les avoir pour pouvoir identifier le retournement. Pour l'instant, nous n'avons pas encore ce retournement. Même si je passe sur des unités de temps un peu plus court terme, je ne les vois pas pour l'instant. Donc ouais, pour le moment, Bitcoin qui ne donne pas de signal de retournement baissier pour le moment. Ethereum, même chose, même exercice. Pour l'instant, je ne vois pas encore de signal baissier. Il a fait la même chose que Bitcoin. Il est venu accumuler beaucoup de stops au sud avec une zone d'imbalance entre 1572 $ et 1558. Donc on y reviendra probablement. Quand? Difficile à répondre. Tant que le prix est haussier, on ne va pas dire que le prix va revenir ici. Si le prix se retourne, donc comme je vous ai dit, si le graphique commence à ressembler à ça, c'est retournement et donc ça nous ramènera probablement ici. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que le marché commence à faire des creux descendants et des sommets descendants? Non. Les creux sont toujours ascendants, les sommets sont toujours ascendants. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce rebond est terminé. Donc laissons-le se poursuivre. S'il le souhaite, Ether a encore beaucoup de stops à aller chercher au-dessus des 1680 $. On a aussi de la zone d'imbalance qui attend d'être comblée. Donc là, on le voit ici en H4, on voit que la zone, elle est encore là. D'ailleurs, en H4, si je l'étends, ce serait toute cette zone de prix. Donc il y a encore du taf à faire, un retour haut de range qui est possible. Donc pour l'instant, laissons Ethereum retracer. Vous vous doutez bien que si Bitcoin se retourne dans cette zone de prix, Ethereum fera de même. D'ailleurs, Ethereum est dans la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier précédent. Donc s'il y a une zone dans laquelle il peut se retourner, ça peut être également ici. Donc ça va aussi dépendre du Bitcoin, mais pour l'instant les deux ne donnent pas de signaux de retournement. On peut regarder un petit peu sur Deribit ce que donne ETH. Deribit ici. Est-ce qu'on a des gros ordres? Alors, on a un gros ordre qui a été fill ici. On parle d'un ordre de 1,9 million de $, 2 millions de dollars ici qui ont été fill. Ok. Et je vois pas d'autres ordres assez conséquents. Ici. C'est pas comme Bitcoin, hein. Non. Je vois pas vraiment de gros ordres. Bon, il y en a un ici, un gros qui attend 1700 $, mais c'est un chiffre rond, donc il y a probablement plein de gens qui attendent aussi de vendre ici. Ah, là, est-ce que ça avait été exécuté, ça, au bottom? Ouais, 5,6 millions, ça avait été exécuté. Ok. Mais là, ouais, je vois pas, franchement, il n'y a pas de gros ordres qui attendent sur ETH. C'est pas comme Bitcoin, c'est un petit peu différent. Ouais, donc pas grand chose de plus à dire, même sur Ethereum. Ce qu'on voit du côté des contrats dérivés, en revanche, là je remets Bitcoin, ce qu'on voit au niveau des contrats dérivés, c'est qu'il y a pas mal de funding négatif, donc ça je vais l'avoir ici. Là, sur Bitcoin, il y a beaucoup de funding négatif encore, donc ça c'est ce qui fait justement que le prix pourrait continuer de pousser plus haut si les gens essayent de shorter ce marché. Encore une fois, le funding négatif ne veut pas forcément dire short. Le funding négatif indique que la pression vendeuse est probablement plus forte sur le dérivé que sur le spot. En gros, ça veut dire que le prix du dérivé, il est sous le prix du spot, donc on a un marché qui peut être plus vendeur sur le perp que sur le spot, tout simplement. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on crée ce funding négatif. Donc de voir encore pas mal de funding négatif ici dans la zone de vente, justement, ça pourrait peut-être indiquer que le prix peut pousser plus haut que ce qu'on pense, donc attention. Et donc tant que je ne verrai pas de retournement, on peut imaginer que le prix peut aller plus haut, mais encore une fois, je le répète une dernière fois, c'est une zone dans laquelle les vendeurs ont explosé les acheteurs par le passé, c'est vraiment la zone dans laquelle les vendeurs sont censés retourner le prix. Si le prix ne se retourne pas ici, prochaine zone 27 200, 27 500 par exemple, en gros ça sera tout simplement la zone de rechargement de short, hein, ici, entre 26 008 et 27 400 $. C'est une zone dans laquelle les vendeurs pourraient encore tenter de reverser le prix, mais voilà,
tant que le prix ne faiblit pas, faut pas se dire oui, ça va dumper. Non, pour l'instant, c'est des zones dangereuses pour les acheteurs, mais tant que les acheteurs ne lâchent pas l'affaire, le prix peut monter plus haut, ok? Et jusqu'au jour où le prix se retourne. Et ça, je vous ai indiqué les structures que vous devez surveiller. Pour l'instant, elles ne sont pas présentes. J'ai fini pour Bitcoin, j'ai fini pour Ethereum, c'est vraiment très similaire. Rapidement, un petit point macro. Donc le dollar index ici, qui a été faire un nouveau plus haut hier, donc on a la BCE qui a relevé ses taux de 25 points. On en avait parlé, mais l'inflation était beaucoup trop importante. Le consensus indiquait pas de hausse de taux. Au final, on en a une. Donc le spread, donc l'écart de taux d'intérêt entre l'Europe et les États-Unis se réduit. Donc ça pourrait être favorable à l'euro. Le problème, c'est que la majorité est en longue sur euro-USD. 73% des gens sont longues sur euro-USD. Donc tant que cette majorité est longue sur euro-USD, ça peut favoriser une poursuite haussière du dollar index. Maintenant, on met cette information de côté. Vous la gardez dans un coin de votre tête. Ce qui est hyper important, c'est le prix. Pour l'instant, le prix est toujours haussier sur le dollar index, ok. Mais on est venu taper enfin les 38,2 parfaitement. On a eu un rejet sur les 38,2 ici. C'est un gros niveau clé, comme je vous dis, ça c'est la zone où les vendeurs peuvent retourner le marché. Le précédent sommet majeur est ici. Si on est toujours baissier, on n'est pas censé casser ce sommet majeur, ok. Et donc on est censé se retourner avant. Là, je vous ai mis l'exemple d'une structure de prix dans laquelle on pourrait avoir un retournement. C'est-à-dire, le prix est haussier, creux ascendant, etc. On casse le précédent creux ascendant, on fait un sommet descendant et on fait un nouveau creux descendant. Ça serait l'exemple parfait d'un retournement du dollar index et d'un top. Pour éventuellement un retour dans cette zone de prix. Pour l'instant, on n'a pas du tout le signal. Ok, il n'y a pas de signal de retournement pour le moment. Donc le dollar index qui est toujours haussier, mais n'oubliez pas, on est dans une grosse zone de vente où les vendeurs peuvent retourner le prix à tout moment. Juste que pour l'instant, ça se voit pas sur le graphique. Ok. Et le Nasdaq qui est toujours dans la zone, pareil, c'est une zone ici où le prix peut se retourner. Mais pour l'instant, le prix ne se retourne pas, donc on continue de travailler cette zone de prix. Le prix ne se retourne pas. Si le prix se retourne, ça serait indicateur peut-être d'une hausse du dollar index, et donc le dollar index casserait son premier arrêt. Et si le dollar index se fait ça, à ce moment-là, il y a des objectifs de prix qui sont plus hauts pour le dollar index. Ce serait un rebond vraiment plus important. Ce serait un rebond pour moi, potentiellement carrément dans les 108 points jusqu'à à peu près 110 points. Ce serait vraiment cette zone de prix sur laquelle je targeterais une poussée haussière du dollar index. Donc à ce moment-là, peut-être que les indices américains pourraient se retourner. Mais pour l'instant, ni le dollar index montre un signal de top, ni les indices américains. Donc, est-ce que les deux peuvent pumper ensemble? Bien évidemment que oui. C'est déjà arrivé par le passé, ça pourrait arriver. Ça signifierait qu'on est dans un marché dans lequel les assets à risque performent contrairement au risk-off. Ok. Vous avez à gauche ici les obligations, l'or, le yen, qui sont considérés comme des risk-off, et vous avez à droite les assets à risque, ce qu'on appelle les risk-on. Et donc là, on voit actuellement que la hausse est plutôt orientée du côté des assets à risque. Vous avez ici le dollar index, vous avez ici le S&P 500, vous avez ici le Bitcoin et vous avez ici le pétrole. Ceux qui gagnent le plus sur ce rallye pour l'instant, le dollar index, le pétrole, le Bitcoin pas trop, et les indices américains, bon bah eux sont pas mal forts ici depuis à peu près le 22 août, ils sont redevenus forts un peu. Et d'ailleurs, depuis le 22 août, le Bitcoin consolide. Donc le Bitcoin pas trop recherché, enfin on voit la différence de force, hein, le S&P qui enchaîne les plus hauts, le Bitcoin qui est peut-être à la traîne, peut-être que le Bitcoin va réussir à nous faire ça par la suite. Mais quoi qu'il en soit, on voit vraiment que pour l'instant, l'argent circule beaucoup plus dans les assets à risque que dans les risk-off. Vous regardez la différence du comportement du prix. L'or nous fait des structures baissières, avec une nouvelle structure baissière si on va sous les 1900 $. Et les bonds qui sont clairement baissiers. Je vous fais pas de dessin, mais c'est clairement un marché qui est baissier. Et le yen également qui est baissier ici. Donc on assiste vraiment à des assets à risque qui sont beaucoup plus forts que des risk-off. Et donc le Bitcoin est un asset à risque. Après, est-ce qu'il va plaire à la smart money? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, le Bitcoin a potentiellement cet avantage d'être considéré comme un asset à risque. Et les assets à risque sont en train de pumper actuellement. Donc ça pourrait être favorable au Bitcoin. Maintenant, pour le moment, comme je le répète, le Bitcoin est l'un des plus faibles au sein de ces assets à risque d'un point de vue technique. Après, peut-être qu'il va rattraper son retard par la suite. S'il ne pumpe pas dans cette zone, ça pourrait vraiment être une bonne chose pour le BTC. Ok. S'il top ici, c'est pas bon pour lui et donc il reviendra au minimum dans cette zone de prix que je vous ai dessinée ici, 25 200, 25 500 $, et voir ça ouvrirait les portes à faire des plus bas derrière. Pas grand chose à dire de plus sur Bitcoin, Ether et
d'un point de vue macro. Donc c'était une update assez rapide, je m'arrête ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse dans une prochaine vidéo, et aussi les targets, hein, la petite série que j'ai lancée, les targets haussières en cas de nouveau cycle haussier. Vous mettez ça en commentaire, donc vous aviez demandé EGLD. Je l'ai fait en plus de donner un petit peu mon avis sur les chiffres que j'ai pu voir. Après on pourrait faire ça sur d'autres projets bien évidemment, que ce soit, je sais pas moi, Solana, Atom, donc Cosmos, on pourrait faire ça aussi sur Arbitrum, peu importe, on peut faire ça sur plein de projets. Mettez-moi en commentaire les projets que vous voulez. Me sortez pas des projets à 50 millions de market cap parce que j'aurai pas beaucoup de data à vous donner, donc ça sert pas à grand chose. Privilégiez des assets du top 50, je dirais, là où il y a quand même une capitalisation assez importante. Aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner également. Ça fait plaisir, ça permet au travail d'être mis en avant par YouTube, donc n'hésitez pas. Également, si vous souhaitez vous former à mes côtés, vous pouvez rejoindre l'école, c'est toujours disponible. Tout est disponible en rediffusion également, tout le contenu de l'école. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez accès à une formation de 19 heures de cours vidéo, plus derrière des cours écrits, des exercices, des examens qui vous permettent de valider les compétences et de vous faire avancer dans les modules. Également, vous apprenez tout sur l'analyse technique, la psychologie des marchés, la création de votre plan, la compréhension de vous-même, de votre propre psychologie, l'analyse fondamentale, l'order flow. Également, il y a des briefs quotidiens tous les jours. Actuellement, on reprend les briefs quotidiens tous les jours quand vous rejoignez l'école. Donc, c'est pas les briefs YouTube, c'est des briefs que je fais avec les élèves le matin avant le brief YouTube et on voit beaucoup plus de choses que dans le brief YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez les formules d'abonnement ici, c'est sans engagement, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouvera lundi très probablement. Ciao ciao.